Alors, cette dernière plénière sur le futur d'Internet a l'objectif d'interroger en fin de journée, justement, un certain nombre d'acteurs, donc l'ICANN, l'OCDE et Jamais sans elle, sur qu'est-ce que l'on fait d'Internet, qu'est-ce que c'est qu'Internet, qu'est-ce que l'on en pense, qu'est-ce que l'on en fait, quelles sont les questions qui se posent aujourd'hui sur Internet. Et nous avons autour de la table donc Karine Persset de l'OCDE, Natacha Caster-Séméon de Jamais sans elle et Jean-Jacques Sahel de l'ICANN. Nous allons essayer de donner également la parole à la salle afin d'avoir votre retour sur ce qu'est le futur d'Internet. Donc vous pouvez dès à présent commencer à réfléchir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez que soit Internet? Et j'aimerais commencer dans cette réflexion par Jean-Jacques. L'ICANN a une place centrale dans la communauté technique. Qu'est-ce que tu penses du futur d'Internet? Qu'est-ce que tu penses que sont les défis, notamment technologiques, et ce que sera Internet dans 10 ans? Oui, non, je suis allé sur pas mal de panels en fait où on me dit alors quelle sera votre vision d'Internet à 5 ans ou dans 10 ans? Et franchement, je peux pas répondre à cette question-là. Je pourrais vous parler plutôt de perspective sur ce qu'on est en train de voir, ce qui est en train de se passer. Et pour moi, ce qui est important, c'est de se dire, bon, ou de me dire en tout cas, je vais parler assez personnellement, qu'est-ce que c'est que l'Internet? Pourquoi est-ce que l'Internet, pour moi, est quelque chose de très important? Parce que pour moi, l'Internet, déjà, c'est le lien entre tous les gens partout dans le monde. C'est la première fois que ça se passe dans le monde, qu'on peut se parler. On a plus de la moitié maintenant de la population du monde qui peut se parler, qui peut même se voir, qui peut échanger grâce à l'Internet, qui peut apprendre, qui peut lire. C'est la plus grande bibliothèque dans le monde de tout temps. C'est Alexandrie en exponentielle. Tout ça, toute cette information, toute cette connaissance, tous ces liens entre les humains, c'est ça que je veux préserver. Et après, on peut passer à la deuxième couche, qui est le fait que c'est aussi une plateforme d'échange, une plateforme qui nous permet de faire du commerce, de faire marcher l'économie, qui peut, si elle est orientée de la bonne manière, justement, booster l'économie, aider, soutenir la société. Et donc, les questions que je me pose au long terme, c'est comment est-ce qu'on arrive à préserver ces bénéfices tout en évitant les écueils, tout en se rendant compte des défis et en essayant de les éviter ou de les contrer, etc. Alors, quels sont ces défis-là que je vois? Là, je ressors d'un séminaire où on a parlé des technologies émergentes. On a l'Internet of Things, les choses connectées. On a l'évolution des acteurs du marché, soit du marché des réseaux, soit du marché du contenu, où il y a beaucoup de craintes de concurrence. Et puis, je pense que ce qu'on voit aussi, c'est que tout le monde, plus ou moins, a réalisé l'importance de l'Internet aujourd'hui. Quand j'ai commencé à traiter du sujet, moi c'était même avant le dot-com bubble, mais c'était, disons, allez, dans les années 2000. J'ai passé plusieurs années à essayer d'expliquer au gouvernement notamment, mais aussi à certaines entreprises, pourquoi l'Internet était important. À l'époque, franchement, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout intéressés. L'Internet, maintenant, il est presque tous les jours en première page des journaux, il est dans notre poche, etc., etc. C'est très important. Le problème, c'est que donc il est mal connu et qu'on se focalise très rapidement sur les négatifs. On oublie les positifs. On oublie la contribution à l'économie qui a été... l'OCDE va nous en dire plus. Je vais laisser Karine parler des statistiques. Donc, il faut faire la part des choses. Et donc, si on parle maintenant de gouvernance, si on inclut la réglementation, la régulation dans la gouvernance, etc., moi j'ai souvent vu la gouvernance comme étant un terme assez large qui inclut la politique et la réglementation de l'Internet, mais plutôt que simplement de grandes considérations géopolitiques. Et là, il y a des grands risques quand même. Une des grandes forces de l'Internet, c'est le fait que c'est mondial. Il y a quand même des risques de fragmentation. Il y a des tiraillements au niveau politique où certains pays veulent développer leur propre Internet, ou l'ont déjà développé, ou du moins ont la capacité technique de le mettre en place. On parle il faut localiser certaines données, de temps en temps pour des très très bonnes raisons, de temps en temps pour des très mauvaises raisons. Et je pense qu'il faut qu'à chaque fois qu'on ait ces considérations-là, qu'on se dise, qu'on les analyse bien, qu'on pense vraiment à quel sera l'impact économique, social, humain,
et qu'on essaie de faire la part des choses. Donc, je vais parler un petit peu de réglementation. Alors déjà, je suis très encouragé d'entendre un régulateur télécom citer Yochai Benkler. Peut-être qu'il faudrait faire un cours pour le BEREC avec Yochai Benkler. Alors là, on a de la chance. Si vous n'avez pas lu Yochai Benkler, lisez-le. C'est fantastique. Et c'est un type qui a écrit il y a 15 ou 20 ans des trucs qui sont importants aujourd'hui, sur notamment l'importance d'un Internet mondial et l'importance de harmoniser les choses, mais de ne pas imposer les valeurs d'une région sur une autre, etc. etc. Alors, pour moi, il y a un effort de collaboration. On a souvent parlé, si vous lisez les bouquins sur la gouvernance de l'Internet il y a 15 ans, d'une grande collaboration. C'est un Internet distribué, c'est un Internet collaborateur, où on a des acteurs qui parlent. D'ailleurs, je vais m'arrêter bientôt, comme ça on pourra arriver aux questions et on pourra échanger. Ce principe, pour moi, c'est un principe normal, naturel. L'Internet, il a tellement d'acteurs, il ne peut pas fonctionner sans une interaction entre les différents acteurs, les différentes parties prenantes. Que ce soit les gens à qui les réseaux appartiennent, parce que c'est souvent des organismes privés, que ce soit les experts techniques qui s'en occupent tous les jours, les entreprises qui sont derrière, les usagers qui l'utilisent tous les jours, les gouvernements, les régulateurs. Ces dialogues, on en a besoin, et on a besoin de le faire de plus en plus maintenant qu'on a enfin réalisé que l'Internet est important. Ce que j'aimerais voir, c'est que les régulateurs notamment, les législateurs aussi, lisent Yochai Benkler, qui comprennent comment l'Internet marche et qu'ils commencent à s'impliquer de plus en plus avec les parties prenantes, avec les acteurs de l'Internet, je vais utiliser le mot anglais, le stakeholder, partie prenante, donc tous ceux d'entre vous qui sont ici, mais de manière continue, qu'on ait des mécanismes où les régulateurs peuvent se parler les uns avec les autres selon les cas. J'aimerais que, par exemple, la CNIL puisse travailler de concert avec l'ARCEP, de concert avec l'autorité de la concurrence sur certains cas, qui trouvent des manières de travailler ensemble où chacun peut venir avec son expertise, ses pouvoirs, ses responsabilités, travailler sur un autre cas avec peut-être d'autres régulateurs. Par exemple, ça peut être l'autorité en charge de l'électricité ou du gaz, si on parle de l'Internet des objets, des smart grids, etc. Et il faudrait vraiment systématiser cette approche collaboratrice de la réglementation. Et ce qui est très important, c'est que ça ne doit pas être seulement entre les régulateurs, ça doit être entre régulateurs et tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Il y a vraiment un besoin en fait d'équilibrer les politiques, les réglementations, en amenant l'expertise de toutes les parties prenantes, en amenant les perspectives. Il faut absolument qu'on ait de plus en plus dans toutes ces discussions le régulateur, le gouvernement, le monde des entreprises, la communauté technique, la société civile, qu'il y ait des vrais échanges et qu'on arrive ensemble à trouver des solutions qui marchent pour le futur d'Internet. Je vais peut-être m'arrêter là parce qu'on pourra être plus concret ensuite. Micro rouge. Merci Jean-Jacques. Effectivement, un futur qui intégrerait toutes les parties prenantes, qui permettrait de faire émerger de nouvelles idées, de les mettre les unes à côté des autres et de voir ce qui pourrait fonctionner. Alors j'aimerais donner la parole à Karine Perset de l'OCDE. Comment est-ce que vous réagissez? Comment est-ce que l'OCDE se positionne sur ces objets? Je sais que des travaux récents ont été menés notamment sur l'intelligence artificielle et le focus qu'a l'OCDE permet justement d'avoir une vision beaucoup plus globale, d'avoir une vision transversale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Tout d'abord, peut-être juste pour exprimer mon accord avec les propos de Jean-Jacques sur l'importance d'une approche multipartite, qui est en fait le fondement de l'approche qu'on prend à l'OCDE, même si l'OCDE en elle-même est une organisation intergouvernementale. Donc au final, ce sont des gouvernements qui s'engagent de manière politique sur des principes, sur des engagements, etc., tout en étant informés par les acteurs par toutes les parties prenantes. Moi, je vais me focaliser sur l'intelligence artificielle parce que c'est ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé récemment. Et en fait, quand on parle du futur de l'Internet, bien sûr, on se rend tous compte de l'importance de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle qui vont transformer non seulement le futur de l'Internet, mais le futur de l'économie, le futur de la société tout entière. Et
l'intelligence artificielle étant une nouvelle technologie à usage général dans tous les domaines, nous avons à l'OCDE, sous l'impulsion du Japon d'ailleurs, développé des principes directeurs qui sont d'assez haut niveau, mais qui visent à encadrer en quelque sorte, encore une fois à très haut niveau, l'intelligence artificielle pour guider en quelque sorte son développement. Donc bien sûr, Jean-Jacques a rappelé les statistiques, etc. Donc c'est une focalisation importante. Peut-être juste un chiffre potentiellement intéressant. L'IA représentait en 2017 12% des investissements dans les startups en moyenne, donc ceux à travers tous les pays de l'OCDE. C'était plus dans certains pays, par exemple en Israël, 17%, au Canada également. Et donc c'est vraiment les entreprises, les gouvernements, toutes les parties prenantes se rendent compte de son importance stratégique, économique et sociale. Donc peut-être juste mentionner que l'OCDE a mis en place un groupe de travail l'année dernière, en mai dernier, un groupe de travail multipartite de 50 experts mondiaux qui a travaillé pendant plus de 6 mois au cours de 4 réunions partout dans le monde, et qui a développé une série de principes qu'il a ensuite proposés au gouvernement, qui ont transformé ces principes en une recommandation de l'OCDE qui a été adoptée par les 36 pays membres de l'OCDE en mai, et ensuite, pas adoptée, mais qui a également été reprise par le G20 le week-end dernier, donc tous les pays membres du G20. C'est-à-dire que maintenant, ces principes directeurs sont une espèce de cadre, encore une fois, pas très spécifique, puisque le plus on est spécifique, the devil is in the detail, bien sûr. Donc pour se mettre d'accord à plus de 50 pays, il faut qu'on puisse négocier et rester au niveau. Donc peut-être quelques mots sur ces principes. Ils s'articulent autour de 5 principes fondés sur des valeurs, pour assurer le déploiement responsable d'une IA digne de confiance qui protège et profite aux humains et aux individus, y compris des choses comme le respect des droits de l'homme et l'équité, la transparence et l'explicabilité. Ça peut paraître évident, mais ce n'est pas évident que tous les gouvernements s'engagent à assurer l'explicabilité des résultats de systèmes d'IA. La robustesse, la sécurité et la sûreté également sont très très importants. Et puis la responsabilité. Donc la responsabilité de toutes les parties, notamment de toutes les parties dans le cycle de vie d'un système d'IA. Et en outre, les principes incluent 5 recommandations pour aider les économies et les sociétés à profiter de l'IA, parce que il y a des bénéfices immenses à tirer de ces technologies, et qui sont applicables dans le cadre de politiques publiques et de coopération internationale. Et donc là, on parle de R&D en IA responsable, donc par exemple pour assurer l'explicabilité qui n'est pas évidente, la transformation équitable du marché de l'emploi, qui est également un enjeu majeur pour toutes les économies, le développement des compétences et un environnement favorable, ainsi que la coopération internationale. Donc, l'objectif de ces principes est d'aider les pouvoirs publics et toutes les parties prenantes à concevoir et exploiter des systèmes d'IA qui servent au mieux l'intérêt général, et garantir que les concepteurs et les développeurs soient tenus responsables du fonctionnement, et de fournir des opportunités pour les individus pour se retourner, pour un droit de comprendre le résultat de ces décisions. Donc, ces principes définissent nos valeurs et nos objectifs, c'est une base. À partir de ça, ce sur quoi on travaille maintenant, c'est notre prochaine étape est d'aider les pays adhérents à la mise en œuvre de ces principes à travers des documents, à travers des exemples et des orientations beaucoup plus pratiques et opérationnelles. Et ainsi que le lancement d'un observatoire des politiques d'IA en 2019. Donc avec des exemples d'actions, de bonnes pratiques, et fournir des ressources un petit peu pour aider toutes les parties prenantes, notamment les pays membres, bien sûr. Voilà.
Merci, Et Karine. je voulais également mentionner, pendant que j'ai le micro, que j'étais très impressionnée que l'ARCEP soit un défendeur de l'IPv6. Non, parce que j'ai dans ma vie antérieure essayé de mesurer justement les développements en IPv6. Merci Karine pour ces éclairages. Alors Natacha Caster-Séméon, jamais sans elle, on est dans une période effectivement assez chargée en actualité numérique. Le G20 vient de se dérouler, le G7 est attendu. Une charte jamais sans elle pour les acteurs de la gouvernance de l'Internet a également pu être signée. Quelle est votre vision du futur de l'Internet ? Je voulais dire que moi, j'ai eu la chance de tomber dans l'Internet quand j'étais toute petite et je me rappelle très bien qu'au début, on avait vraiment des valeurs. Vous parliez de valeurs et on avait des valeurs. C'est-à-dire qu'on rêvait, et on se rend compte aujourd'hui que c'était une utopie, mais que ce serait un moyen de donner accès à davantage de connaissances, que ce serait un moyen d'éducation, que peut-être on pourrait réduire les différences entre les pauvres et les riches grâce aux technologies. Je me rappelle vraiment de Philippe Kéo notamment à cette époque-là, qui était un grand promoteur d'Internet en France, qui parlait en ces termes. Mais aujourd'hui, quand on regarde, en fait, finalement, on est dans le futur qu'on imaginait au début du web. Et si on se projette encore dans une dizaine d'années, même si évidemment, comme vous le disiez, on ne peut pas savoir ce qui sera même dans 5 ans, eh bien, on se rend compte qu'à la fois, c'est un outil fantastique et en même temps, c'est devenu un espace anxiogène. Et donc, je voulais parler aussi du côté plus humain que technologique aussi, qui est extrêmement important. C'est l'impact qu'Internet a eu, et aura, en fait, sur la vie de l'humanité, tout simplement. Et aujourd'hui, on se rend compte que le quotidien de beaucoup d'utilisateurs, et en fait, qui sont aussi des citoyens, ils se rendent compte que dans l'univers digital, dans le numérique, eh bien, on peut être harcelé, embêté, il y a plein de niveaux, non pas parce que l'on dit, non pas parce que l'on fait, mais parce que l'on est. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Et bien sûr, on va dénoncer les réseaux sociaux en disant que ce n'est pas le web, que ce sont aussi ces plateformes de grandes entreprises qui ont un modèle économique dédié et donc n'ont pas réglé ces questions-là. Mais finalement, non, il y a aussi des parties du web. Il y a des bons vieux forums qui lancent des attaques coordonnées sur différentes catégories, sur des publics cibles ou des individus, qui n'hésitent pas, en fait, dans cet harcèlement aussi à faire des menaces psychologiques ou autres. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a aussi Wikipédia, on commence à en parler un peu plus. Alors c'est vrai que Wikipédia aussi était porté par les mêmes valeurs que le web à l'origine. On s'est dit que c'était une encyclopédie ouverte, que n'importe qui pouvait y contribuer. Ben, finalement, quand on regarde plus précisément, et Wikipédia le dit lui-même, ben, finalement, il y a aussi des problèmes. Il y a très peu de femmes qui contribuent aujourd'hui. Il y a 90% des contributeurs sont des hommes, seulement 9% des femmes et 1% de non-binaires. Et donc, les femmes qui contribuent, certaines sont extrêmement courageuses, supportent tout ça et vont au-delà, il y en a toujours eu, mais il y a aussi une majorité qui, en fait, ne se sentent pas en sécurité, qui se sentent dans un environnement qui n'est pas bienveillant et qui, en fait, le fuient tout simplement. Donc ça implique non pas seulement les femmes, ça implique en fait une responsabilité pour nous tous, parce que ça implique des biais, c'est-à-dire qu'il y a des biais dans les contenus. S'il n'y a pas une représentation en fait, de toutes les catégories qui puissent contribuer librement au contenu, eh bien finalement on a des contenus entiers, des catégories entières qui ne sont pas traitées. Je ne parle pas seulement de la visibilité des femmes, mais le fait d'avoir des aspects de certains problèmes qui ne sont pas abordés. Donc je pense que l'impact vraiment est majeur à ce niveau-là. Donc, ces sous-représentations impliquent des biais. Et donc, je peux témoigner moi-même. Il m'est arrivé une histoire il y a à peu près une dizaine d'années. J'ai subi en fait une violente attaque sur le web par des influenceurs qui ont lancé une attaque coordonnée. Et c'était les ancêtres un peu de la Ligue du LOL en France. Et donc, je suis membre d'une association qui s'appelle Les Humains Associés, qui fait partie des 10 000 premiers sites web du web en 1994, et qui est une association humaniste. Et il y avait une bande de mecs, notamment, pour ne pas les nommer, qui n'aimaient pas ces idées-là, qui n'aimaient pas l'humanisme, qui n'aimaient pas qu'on puisse parler de citoyenneté numérique, d'éthique du numérique, etc. Et donc, qui ont lancé une attaque. Alors, il s'avère que j'étais une femme également, enfin, je n'étais pas la seule. Et donc, ils ont lancé une attaque. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés un peu me pourchasser un peu partout sur le web. Ils sont allés même dans Wikipédia. Et dans Wikipédia, ils sont rentrés, ils ont regardé tout ce qui était lié à mon identité. Et ils ont supprimé la page de cette association. Ils ont supprimé toute mention liée directement ou indirectement à mon nom. Et en fait, tout ça reposant sur le fait qu'entre autres, il y avait ces idées-là. J'étais une femme. En plus, je cumulais, j'étais juive. Donc ça, je peux vous dire que même il y a une dizaine d'années, ça posait pas mal de problèmes.
Alors, l'avantage que je vois aujourd'hui, c'est que j'ai pas mal d'amis personnalités qui me disent, vous savez, quand tu as une page sur Wikipédia, tu as tes trolls qui sont dessus, qui te harcèlent et qui orientent le contenu. Donc, je peux dire que je suis très, très contente et je remercie beaucoup de ne pas avoir de page. Je voudrais que ça continue longtemps comme ça. Et donc, ce que je vois de l'intérieur, c'est que finalement, on a un peu laissé faire tout ça. Et aujourd'hui, ça s'amplifie davantage. Et je pense que c'est une responsabilité commune et un aspect humain. Et aujourd'hui, on rêve toujours qu'il y ait un accès dans toute la planète. Et je suis aussi déléguée de la délégation française du Women 20 dans le cadre du G20. Et on parle aussi de ces questions. Il y a une vraie question de fossé numérique, d'accès, de développement économique, de développement. Mais il y a aussi le fait qu'il y a un frein réel. Même si on arrive à franchir toutes ces barrières, avoir accès à travers un mobile ou trouver un accès à Internet pour y contribuer, eh bien, les femmes et aussi d'autres catégories sont très visées et en fait reculent. Ça pose beaucoup de problèmes sur l'emploi futur. Ça veut dire que les femmes reculent sur ces points, ne vont pas se former au numérique, ne vont pas dans les écoles d'ingénieurs, n'auront pas accès aux nouveaux métiers, seront plutôt dans la catégorie des métiers précaires ou qui vont être transformés ou disparaître. Et donc, si on ne traite pas de ces questions-là, eh bien, on a un gros problème dans le futur. Alors, je ne vais pas parler que de l'aspect négatif, effectivement, lié à toutes ces questions. Il y a aussi, donc, pas seulement qu'un problème technologique, mais un problème de biais. Et donc, c'est lié aussi au développement de l'intelligence artificielle. Si on a tous ces biais, mais les femmes aussi ont des biais, on a tous des biais culturels, des biais inconscients, eh bien, on les reproduit aussi dans l'intelligence artificielle, on les amplifie davantage, il y aura des décisions qui seront automatisées dans divers domaines, l'assurance, la banque, les affaires de justice, etc., ou des outils qu'on utilisera tous les jours. Et ces biais-là vont s'amplifier et en fait seront un peu hors de contrôle. Donc c'est vrai qu'on est devant un défi majeur sur le futur, de travailler à la fois sur nos biais culturels et le changement de mentalité nécessaire à tous, et en même temps dans les technologies qu'on développe. Je rappelle qu'à peu près environ 95% des développeurs de l'IA sont des hommes. On ne leur reproche rien, mais simplement il va falloir trouver un moyen d'avoir plus de représentation aussi dans les équipes qui développent les technologies pour avoir une multiplicité de points de vue. En plus, on sait que c'est plus efficace d'un point de vue économique, mais on sait aussi que ça développe des meilleures technologies. Et donc, c'est absolument essentiel. Donc, ce que je voulais dire par rapport aux aspects positifs, effectivement, comme tu le disais, Lucien, on a lancé une initiative commune avec l'association Jamais sans elle, que je précise réunit à l'origine des entrepreneurs du numérique. Donc, on vient beaucoup aussi du web. Donc, initiative aussi en faveur de la mixité, avec 3 engagements avec la charte qu'on a lancée à l'UNESCO dans le cadre de l'IGF de l'année dernière. Donc, il y a 3 engagements. Évidemment, de ne pas intervenir dans un événement public, un panel où il n'y a pas de femmes, donc ça implique les hommes. Aussi, d'organiser des événements toujours mixtes. Deuxième chose absolument essentielle, de promouvoir les femmes au poste clé dans tous les cercles de décision auxquels on participe, quels qu'ils soient, dans toutes les organisations, les associations, les réunions, etc., dans la mixité. Et troisième chose, vraiment d'alerter autant que faire se peut sur tous les aspects liés au biais de l'IA, pour faire du plaidoyer ou que nous intervenions sur ces questions. Alors Jamais sans elle, on est très heureux de collaborer sur ce point et sur d'autres également avec Internet Society France, Reporters sans frontières, Renaissance numérique et Wikimedia France qui s'est joint à cette initiative. Donc vous pouvez les regarder sur notre site internet en français et en anglais, cette charte est disponible. Donc on peut se dire, bon, c'est un déclaratif, comment on fait pour l'appliquer? Mais en fait, à partir du moment où on annonce quelque chose et qu'on essaie de le faire, ça se voit quand on le fait, ça se voit aussi quand on ne le fait pas. Et on peut compter aussi sur la grande communauté de Jamais sans elle et des associations et des mouvements et des réseaux liés pour veiller à cette application de façon bienveillante. Et donc je pense que c'est notre responsabilité commune. Et je voulais aussi terminer en disant qu'en tout cas dans les cercles auxquels nous participons, nationaux et internationaux, on rappelle toujours que ce qui est important, c'est aussi la réconciliation entre les hommes et les femmes, que c'est un débat et un combat commun pour des valeurs, pour plus d'égalité, d'humanité. Nous, on dit que le féminisme est un humanisme. Et donc, on a besoin vraiment de le faire ensemble, de montrer qu'on a un intérêt commun et de ne pas non plus continuer à s'opposer sur tous ces sujets-là et vraiment d'avancer. Je pense que si on n'intègre pas cet aspect humain, et je ne parle même pas des aspects éducation qui sont absolument majeurs en commun, eh bien, on n'arrivera pas à avoir finalement une technologie, un Internet qui finalement n'est plus un Internet, qui sera un Internet pervasif, qui se mélangera dans tout ce qui nous environne. Et tout ça sera un peu hors de contrôle. Donc, il faut qu'on rappelle de l'humain, qu'on rappelle les valeurs. Et on est très heureux de pouvoir collaborer avec plusieurs organisations sur ces questions. Au sein du G20 avec le programme Women 20 où on promeut ces questions. On a été aussi appelés ensemble à contribuer à des travaux du G7, mais c'est surtout la société civile qui doit veiller également à rester vigilante, à communiquer et à maintenir la pression auprès des institutions diverses et variées pour faire en sorte que l'Internet reste aussi un bien commun. Merci. Merci Natacha. Alors, comme je l'annonçais au début, l'idée c'est aussi de passer la parole à la salle.
de prendre quelques questions et de voir comment nos intervenants réagissent à ces questions. Alors, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui voudraient poser des questions à nos intervenants? Ou réagir à ce que le futur d'Internet pourrait être? Non. Surtout sur Twitter. Alors, j'ai une question là-bas. Plusieurs intervenants, ils ont déjà évoqué au cours de cette journée les biais que l'IA peut engendrer dans le futur technologique qu'on envisage pour l'humanité. Et c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas les éviter puisque ces biais viennent des biais humains qu'on a déjà, qu'on a créés déjà au sein de la société. Par contre, ce que moi je trouve très intéressant dans la promesse de l'IA, c'est qu'on peut identifier donc l'IA et la mise en place de ces technologies peut être un très bon contexte pour discuter de ces biais, pour les identifier. C'est plus facile peut-être d'en discuter au sein de la société, de les corriger. Et pourquoi pas d'utiliser l'IA un petit peu comme un argument de plus pour corriger un petit peu les biais qu'on a dans la société. Donc oui, la technologie peut être tout à fait source de magnification de certaines manières des biais, mais peut être aussi source d'une évolution vers plus d'inclusivité et moins de disparité au sein de la société. Enfin, je voudrais savoir si vous voulez, dans ce contexte, si ces aspects un petit peu plus inclusifs de la technologie, ils ont été bien ils ont bien été identifiés et pris en compte dans vos réflexions. Alors Karine, est-ce que vous souhaitez répondre? Merci pour votre remarque. Effectivement, les biais ne sont pas générés par l'IA, sont reproduits par l'IA et souvent amplifiés par l'IA, puisqu'ils sont reproduits et parfois à plus grande échelle, bien sûr, puisque tout est automatisé. Mais effectivement, on voit de plus en plus de solutions, on voit de plus en plus de sensibilisation et de plus en plus de solutions, justement, utilisant l'IA pour diminuer les biais, notamment dans tout ce qui est ressources humaines et beaucoup de produits de recrutement en ressources humaines travaillent de manière très assidue à diminuer et si possible éliminer les biais, que ce soit des biais raciaux, de genre et autres. Donc oui, c'est tout à fait pris en considération et puis c'est un des domaines de R&D dans le domaine de l'IA qui est très actif et de plus en plus actif. Ainsi que dans tout ce qui est cycle de vie de l'IA et les processus qui se mettent en place pour vérifier à l'entrée, en fait, les données qui rentrent, qui servent à entraîner les systèmes d'IA pour vérifier ces données-là, les biais inclus, et puis tester ensuite les résultats et les biais potentiels au niveau des résultats des systèmes d'IA. Natacha? En tout cas, dans les cercles auxquels je participe, et je pense notamment au Women 20, nous, avec d'autres délégués de quelques autres pays, c'est assez récent la prise de conscience de ce problème, parce qu'il fallait aussi former, expliquer le problème à d'autres personnes qui n'en avaient pas conscience et qui ne viennent pas nécessairement du digital ou de l'environnement technologique. Donc, il commence à y avoir une prise de conscience. Après, c'est toujours la même chose, que ce soit pour des questions de présence de femmes, de discrimination contre les LGBT, etc. Il faut aussi avoir des actions concrètes. Il ne faut pas seulement faire des discours autour de ces questions. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion, une formation qui est nécessaire de sensibilisation au sein des écoles. C'est une vraie question d'éducation. Qu'il y a aussi des pays où ces questions ne se posent pas parce que, en fait, pour plein de raisons,
Ils développent des choses sans se poser de questions sur les aspects éthiques. Donc on a aussi vraiment des internets aussi qui sont de plus en plus des internets fermés. Dans ces pays-là, effectivement, on peut le voir d'ailleurs, l'IA est utilisée de façon absolument déjà assez terrifiante sur la reconnaissance d'images des citoyens et en temps réel ou autre. Donc ça nous donne un petit peu un aperçu de qu'est-ce que ça donne à un totalitarisme avec de l'IA, potentiellement. C'est assez terrifiant d'ailleurs. Et donc je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'on soit multiples acteurs, mais surtout de sensibiliser ceux qui développent. Parce qu'il y a aussi une question autour des datasets. Il y a des biais qui sont des biais dont on n'a vraiment pas conscience. Quand on prend un jeu de données ou un échantillon de photos et qu'on n'a pas conscience qu'en fait, il y a majoritairement des hommes blancs ou une certaine catégorie qui est représentée et que le résultat soit biaisé. Et je pense surtout qu'il ne faut pas aborder ces questions seulement en dénonçant, en disant « ce n'est pas bien ce que vous faites, vous attaquez telle catégorie ». Il faut réfléchir, le faire de façon intelligente. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail pour nous tous, dans tous nos écosystèmes, quel que soit l'endroit où on se trouve sur ces questions. Jean-Jacques, est-ce que tu veux réagir? Oui, pas tant sur l'IA, mais en général, je pense que ce côté sensibilisation est crucial pour moi, pour la grande majorité des questions, plutôt que des problèmes qu'on a sur Internet et d'autres questions plus larges comme l'IA. La sensibilisation, l'éducation est importante. Et c'est à partir de l'école et plus loin. Ça va jusqu'aux développeurs, ça va dans la formation continue dans les boîtes, ça va jusqu'au gouvernement, aux parlementaires, etc. Franchement, si on avait de la sensibilisation beaucoup plus large au niveau de la cybersécurité, de la vie privée, de l'éthique, on arriverait à traiter de beaucoup de questions actuelles. Et j'ai vu qu'il y a quand même quelques boîtes qui sont, et des universités qui ont dans leurs cours ou dans leur formation sur le développement de logiciels, qui commencent à intégrer des cours sur la vie privée et sur l'éthique. Et je pense que ça va être une direction plus générale très souvent. On en a besoin. Et je pense qu'il y a cette... quand on pense au niveau politique et réglementation, je pense que nous, dans la communauté technique, on a dit depuis plusieurs années que les politiques et les régulateurs devraient comprendre un peu mieux la technologie et l'Internet. Je pense que l'inverse est vrai aussi, c'est de plus en plus les technologistes doivent comprendre que on vit dans un monde où la technologie va avoir une incidence sur la vie, sur la société. Ils doivent y penser un petit peu quand ils développent certaines technologies. Merci Jean-Jacques. Je vois deux questions dans la salle. Sébastien Bacholet, Sébastien Soriano. Merci. Et quelqu'un derrière également. Sébastien Arcep. Oui, il y a un bouquin qui est très intéressant, que vous connaissez évidemment, qui s'appelle En attendant les robots, je crois, de Antonio Casilli, qui montre, en tout cas c'est sa thèse, qu'en fait plein de phénomènes sur Internet ne sont pas dus juste à des likes ou à des posts ou à des datasets, etc., mais en fait à des fermes à clics, où il y a des Philippins ou des Chinois ou tout un tas de pays en voie de développement qui sont payés $1 de la journée pour ou bien reconnaître effectivement s'il y a un chat sur telle image, ou bien pour liker tel homme politique ou telle marque ou tel propos haineux que, par exemple, une grande puissance étrangère ennemie souhaite voir se propager dans un pays. Et donc on est loin de la représentation qu'on peut se faire a priori d'un certain nombre de problèmes qui existent sur Internet, dont on pourrait penser qui viennent de l'Internet lui-même. En fait, il y a des manipulations, on va dire, voilà, par des gens organisés, quoi. Et je me demandais, dans ce futur d'Internet, comment vous voyez une réponse à ce sujet. Par exemple, Antonio Casilli, il propose que les travailleurs du clic aient plus de droits, que par exemple, l'exemple qu'il donne toujours, c'est que aujourd'hui, dans la campagne de Trump, il y a des fermes à clics au Mexique avec des gens donc qui ont liké pour construire le mur entre le Mexique et les États-Unis, et que ces gens devraient avoir le droit de refuser de faire ça. Bon, c'est sa proposition. Comment est-ce que vous voyez cette problématique être mieux traitée à l'avenir? Alors, on va prendre les deux autres questions, puis on laissera nos trois intervenants réagir. Sébastien Bacholet. Merci. On parle du futur de l'Internet. Le motto de l'ICANN, c'est un monde, un Internet. Le motto d'Internet Society, c'est Internet pour tous, auquel j'ai toujours souhaité qu'on rajoute Internet par tous. Et aujourd'hui, si on veut passer à l'ensemble de la population, c'est-à-dire de 3 milliards à 6 milliards d'utilisateurs, c'est tous sur Internet. Comment est-ce que ce sera ça, le futur de l'Internet? Et je voudrais rajouter une chose qui est
quand on parle de gouvernance multi-acteurs de l'Internet, je pense vraiment que, excusez-moi d'utiliser le même type de motto que jamais sans elle, c'est jamais sans les utilisateurs de l'Internet. On fait souvent les choses sur leur dos. Et comme tout le monde parle d'un bouquin, moi je vous conseille d'aller lire Mal de Lune. J'espère que c'est pas ça notre futur, mais de temps en temps, quand je relis le bouquin de Vladimir Posner, j'ai des frissons dans le dos en me disant que malheureusement, c'est peut-être ça qui va nous arriver. Merci. Merci. Une question d'Emmanuel Roux. Merci, bonjour. Oui, Emmanuel Roux, voilà, je dirige une structure qui s'appelle le chaudron.io. Je voulais revenir sur la question de l'anxiogène d'Internet. Comme vous et comme beaucoup d'entre nous dans la salle, j'étais là avec un modem en 95 à peu près en France. Et je pense que quand on a allumé nos premières machines et qu'on a commencé à coder nos premiers sites, c'était avec cette utopie d'un monde dans lequel effectivement on allait pouvoir partager, connecter, se mettre en commun, créer des communs et à partir de là pouvoir ensemble faire. Et ce qui me frappe aujourd'hui, moi je suis basée en Vendée, je travaille beaucoup avec des PME, des ETI. On a développé beaucoup de Fab Labs et de Makerspace à l'intérieur. On a beaucoup travaillé sur ces territoires. Et ce qui m'a frappé ces dernières années, c'est de voir comment le numérique, qui était une terre d'utopie, est devenu un numérique qui était anxiogène et hostile. Et comment, pour une grande majorité de la population, en fait, au-delà de la question du harcèlement dont vous parlez très bien, pour pouvoir être harcelé, il faut déjà y aller. Et en l'occurrence, quand on ouvre nos Makerspace et qu'on leur dit, ou nos Fab Labs, et qu'on leur dit mais tout est en ligne, toute la documentation est là, la connaissance est là, allez-y, prenez-le, on se rend compte qu'il y a une grande majorité de la population, bien au-delà des 22-23% cités de l'exclusion. Moi, je vous parle de 90% de ce que j'observe, y compris des dirigeants d'entreprise, y compris des élus, y compris des parlementaires, des décideurs, etc., qui sont complètement aujourd'hui en incapacité d'aller participer, contribuer sur un forum, aller changer une page sur Wiki, pouvoir prendre la parole en ligne, pouvoir partager un discours politique sur l'espace public numérique. Et ça me frappe beaucoup. Donc je pense que l'enjeu essentiel, si on ne veut pas d'un Internet du futur qui soit un Internet terre d'hostilité. On m'a dit récemment, je suis rentré récemment au Conseil national des tiers-lieux, et on va dire quelqu'un de la haute administration m'a dit, tu sais, c'est bien que ce soit récupéré par la cohésion territoriale, mais si c'est récupéré par la cohésion territoriale, ce qui est très bien de mon point de vue, hein, cohésion sociale et territoriale, c'est parce que le numérique aujourd'hui égale start-up égale ennemi, pour beaucoup de gens. Donc voilà, comment on redonne une vision positive du numérique, comment on recrée un Internet positif, et comment effectivement on inclut réellement toute la population dans cette aventure à travers l'éducation, j'en suis la première à y croire. Et l'éducation, pour revenir juste sur ce point, la question des femmes, et je suis concernée aussi dans le numérique, arrêtons de dire que Scratch en CE2 se fait dans des cours de mathématiques et de techno. Nous, en ce moment, on a une classe de 6e, on a créé la première classe sur le modèle du sport-études en code créatif-études au fin fond d'un collège de la Vendée à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et en l'occurrence, on fait faire des cartes de géographie en Scratch ou encore des représentations du Petit Prince et des adaptations littéraires. Comment est-ce qu'on fait de tous des lettrés du numérique? Et on a, je crois, un combat qui est celui qui a été mené au moment où on a voulu de faire de toute la population des lettrés. Alors, bon courage pour les trois questions. Alors, 3 questions. Est-ce que Natacha, tu veux réagir? Puis Jean-Jacques et Karine? Oui, je vais réagir à votre question. D'abord, ça m'intéresse que vous m'en disiez plus sur votre expérimentation. Je pense qu'en fait, il y a deux choses. En fait, finalement, on ne va pas dire qu'on est des geeks, parce qu'en plus, je n'aime pas du tout ce terme, mais je pense qu'il faut aussi en fait, finalement s'intéresser à l'intérêt général et aller dans d'autres thématiques. C'est-à-dire que le numérique, elle est dans tous les thèmes, et il faut aussi que des gens du numérique, pour faire simple, aillent aussi s'intéressent à la société, à l'intérêt général, et diffusent eux-mêmes ces questions-là dans d'autres sujets. Moi, je viens du numérique plus que de la question strictement des femmes, et finalement, je vois à quel point ça a été important d'amener ces thématiques-là dans ces questions-là. Et d'ailleurs, on le voit, je fais une parenthèse, la différence entre le traitement des groupes féminins sur le G7 et du G20, il y en a un qui est plus sur le numérique et un pas du tout. Donc vraiment, on a besoin d'y aller, en fait. On a besoin que ceux qui sont formés déjà
nous qui avons peut-être été la première génération, on s'intéresse plus, j'allais dire, à la politique au sens neuf du terme, c'est-à-dire qu'on s'investit dans des cercles où on va expliquer vraiment ces questions-là. C'est à nous, en fait, finalement, de faire de l'évangélisation. Et sinon, en fait, on reste entre nous sur des thématiques bien dédiées, où on va enfermer ces sujets-là sur des questions finalement que économiques ou de start-up, ce qui est très, très, très réducteur quand on voit l'importance du numérique qui est transverse et qui transforme la société. Donc finalement, ça nous demande d'être, nous, un peu plus politiques. Et puis aussi d'être plus coordonnés et de voir que c'est vraiment une question de citoyenneté. Mais ça, il faut avoir changé soi-même son logiciel mental, d'avoir compris, avoir fait tout le processus, d'être capable de le transmettre autour de soi et de participer parfois à des cercles un petit peu plus sérieux et de prendre de son temps personnel pour essayer de faire changer les choses. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font dans le monde, qui manquent peut-être un peu de coordination. Merci. Je pense que quelque part, il y a un lien dans les questions qui viennent d'être abordées. C'est qu'en fait, on parle d'un phénomène qui est somme toute récent. Oui, ça fait 50 ans que l'Internet a été créé cette année. Ça s'appelait ARPANET au début. Mais véritablement, ça a grandi dans les années 90. Et c'est simplement, franchement, dans les 10 ou 15 dernières années, que ça a vraiment pris de l'ampleur. Et maintenant, ça y est, c'est là. Et il y a une transformation, pas simplement économique, mais surtout sociale et humaine, qui nous est tombée dessus. On ne s'y attendait pas. Oui, moi je faisais partie des utopistes. D'ailleurs, je pense que je fais toujours partie des utopistes. J'espère que c'est pour ça que je travaille là-dedans, parce que je veux essayer d'améliorer les choses. Et je pense que c'est entre des projets comme le vôtre, celui que vous avez vraiment de terrain, et puis des travaux de fond, de long terme, etc., où justement on va progresser, c'est-à-dire qu'on y est, on sait qu'on a des défis, qu'on a des gros problèmes, on est à peine en train de s'en rendre compte quelque part. Et c'est ça le grand défi, c'est essayer de trouver le genre de mécanismes qui vont nous permettre d'avoir le bon type de dialogue et d'où vont sortir des actions à la fois au niveau méta, national, international, etc. et au terrain. Et donc, oui, comme je l'ai dit avant, l'éducation, c'est un truc. Et après, il va falloir penser à comment on organise ce genre de dialogue. Alors ici, moi j'aime beaucoup le dialogue FGI, ce modèle-là, sachant qu'on a un biais, bien sûr, on est déjà tous des gens intéressés par Internet. On ne fait pas partie des 90%. Bon, d'accord, justement, il faut s'en rendre compte déjà. Et ensuite, je pense, essayer de systématiser ce genre d'interaction, d'essayer de traiter ces trucs. Il y a un truc que le FGI France fait bien, que d'autres FGI ailleurs dans le monde ne font pas beaucoup, c'est-à-dire ils se rencontrent une fois par an. Et puis ça y est, on oublie jusqu'à l'année prochaine. Ici, il y a les ateliers qui permettent d'aller... de prendre certains sujets, donc l'IPv6, qu'avait fait l'ARCEP, chapeauté l'ARCEP, d'autres sur des sujets, etc. Ça, c'est un bon mode où on pourrait se dire, tiens, on va organiser donc quelque part un mini FGI pour traiter de certaines questions comme un certain aspect de l'IA, ou bien, etc. Oui. Là, d'essayer justement d'amener ces parties prenantes, d'amener ces dialogues, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment systématiser. Donc oui, il faut bouger. En fait, on n'est plus à l'utopie, on n'est plus au common. Là maintenant, ça y est, oui, c'est 4 milliards de personnes qui sont sur Internet. C'est plus quelques centaines de millions qui trouvent que c'est super et c'est très beau. Donc c'est la réalité, c'est la société humaine avec tous ses problèmes, etc. Et donc après, ça revient à... il y a des mauvais usages. Et bon, le truc des clics, des Philippins, etc., c'est malheureusement pas nouveau. On peut le voir, ça fait des quinzaines d'années. C'est utilisé pour des raisons commerciales, c'est utilisé pour des raisons politiques. Il faut qu'on comprenne ces défis, qu'on essaie de les contrer. Moi, quand je regarde comment on s'appelle ici, les infox, les fake news, la désinformation, voilà, c'est pas nouveau. Ça, moi, je me souviens très bien quand j'étudiais, c'était Presse universitaire de France. Le livre s'appelait La propagande. La propagande, simplement, maintenant, elle a un nouvel outil qui s'appelle Internet. Et si on est intelligent et méchant, on va l'utiliser à fond. Et c'est simplement le manuel de propagande qui utilise un nouvel outil. Franchement, ça a très peu changé. Les grands principes, c'est les mêmes. On a juste un super outil qui peut améliorer les choses. Il faut qu'on comprenne ces phénomènes-là. Et donc, malheureusement, on est au tout début, mais il faut des forums comme celui d'aujourd'hui, et puis il faut travailler assez rapidement pour essayer de retrouver un bon équilibre, d'aller dans la bonne direction. Oui, je suis d'accord avec ce qu'ont dit les intervenants avant moi. Et effectivement, ce qui est important, comme disait Jean-Jacques, c'est la discussion
collective, la compréhension et la priorisation collective de chaque groupe selon son rôle et ses responsabilités. Et chaque groupe, les gouvernements, les entreprises, la société civile a son propre rôle, ainsi que les usagers, bien entendu, comme disait M. Bachelet. Et donc, ce genre de processus, c'est vraiment important et critique. Et encore une fois, va s'accentuer. Merci. Alors, je vais prendre une dernière question dans la salle. Madame, à côté de Samy. Oriane. Je suis désolée, vous êtes les mauvais élèves. Moi, j'avais envie juste de rebondir aux petites choses qui ont été dites un peu partout. Là, j'entends toutes ces paroles sur Internet est devenu un espace un peu anxiogène. L'Internet est devenu un espace dans lequel on a peur d'aller. C'est plus devenu un espace accueillant, et c'est pas faux. En fait, on est bombardé de messages sur les réseaux sociaux qui sont anxiogènes. Voilà, c'est comme ça. On est bombardé de nouvelles qui sont mauvaises. On est bombardé de trucs. Bon, on sait tout ça. La question, c'est comment refaire du commun. Alors, c'est une question qui m'agite les neurones depuis peut-être 5-6 mois, en fait, parce que dans le milieu associatif, vous imaginez bien qu'on se pose la même question, en fait. Comment on refait du commun, comment on réintègre des gens, comment, notamment, on réintègre des femmes dans des espaces où elles ne se sentent pas anxiogènes, et j'ai des bonnes nouvelles, on y arrive. En fait, j'aurais envie de donner une piste, j'aurais envie de rappeler juste un élément, et c'est pour ça que je trouve l'intervention d'Emmanuel Roux plutôt intéressante. Ça passe par faire. Ça passe par, en fait, vraiment cultiver le jardin, vraiment me remettre du feu là où il y avait du feu qui était éteint. Ça passe vraiment par nettoyer des endroits qui étaient sales. Ça passe par faire. Ça passe par, à un moment donné, je sais pas, moi, je vais prendre un exemple que je connais bien parce que c'est le mien. T'es responsable associatif, t'es un homme blanc, une quarantaine d'années ingénieur. Tu vas proposer à la personne la moins expectée sur le sujet d'aller voir l'ARCEP. Genre une fille qui a fait des sciences humaines et qui est même pas foutue d'être ingénieure, quoi. Et ça marche. Et en fait, il y a plein de petits gestes, il y a plein de petits gestes de pousser en avant, il y a plein de petits gestes de rappeler de manière très... Il y a plein de choses très très simples et plein de choses qui sont dans le faire, dans l'action, dans des choses très concrètes, très simples en fait, dans notre vie quotidienne, qui remettent de la chaleur et qui remettent du commun. À la Fédération FDN, on a énormément de chaleur dans nos échanges, dans notre manière de faire. Et du coup, les filles, ils prospèrent, faut pas déconner non plus, mais on a des filles qui sont là et qui sont actives, qui participent au réseau, qui participent à la compréhension du réseau, à la construction du collectif. Juste parce qu'en fait, on a fabriqué cet espace-là, on s'est arrangé pour que cet espace, il existe concrètement. On n'a même pas discuté, on n'a même pas fait des grands forums, des grands machins, on n'a pas sorti des grandes régulations, on a juste fait. Et je pense que ce que fait Emmanuel en Vendée dans ses Fab Labs avec les enfants, c'est ça, c'est faire. Ce que font chacun de nous quand on fait des trucs dans les classes, quand on parle, quand on pousse des gens plutôt que d'autres à parler, quand on encourage des gens, quand on félicite à la sortie de, je sais pas moi, Aurore, elle est nouvelle à l'ARCEP, si ses collègues à la fin la félicitent, c'était cool ce que tu as fait là et là, elle va se sentir plus légitime, elle fera d'autres choses. Toutes ces petites choses-là permettent de faire avancer le monde aussi. On parle beaucoup de discuter, je trouve qu'on ne parle pas assez de faire, donc je voulais rappeler toutes ces petites choses qui font aussi effet papillon, quoi. Voilà, c'était la minute utopie, il y en avait besoin d'une. Merci. Bel exemple de faire, justement. Alors, je demanderai aux 3 intervenants de réagir, de conclure en 2 mots. Jean-Jacques, est-ce que tu veux commencer? Puis Natacha et Karine. 2 mots. Alors, 2 mots, ça fait plaisir d'être en minorité sur un panel. C'est rare malheureusement, mais je pense que ça va se multiplier, ou au moins on va arriver à égalité, ce sera bien. Non, je pense que Oriane a bien conclu. Il va nous falloir faire un mix de discussions, parce qu'il faut qu'on ait ces discussions, il faut qu'on ait ces échanges, mais bouger très vite vers les actions. Et c'est à la fois au niveau local, mais au niveau national, parce que vraiment, c'est comment est-ce qu'on gère ces nouveaux phénomènes. Sur la cybersécurité au niveau international, les conflits géopolitiques, il y a des attaques cyber aujourd'hui qui se passent, qui, si c'était dans le monde physique,
on verrait des milliers, voire des millions de morts. Mais ça ne se passe pas comme ça, c'est des attaques cyber. Parce qu'on n'est pas prêt, on n'a pas été prêt, on n'a pas de règles, de coutumes sur comment on s'occupe de cela. On est sur une plateforme Internet et d'un coup, on oublie toute bienséance. On s'insulte sur Internet tellement facilement sur certaines plateformes. On ne le ferait jamais comme ça. Enfin, peut-être certains d'entre vous, pas beaucoup. Et je pense que donc il faut simplement qu'en tant que société, on travaille à rétablir l'équilibre, à s'adapter à l'arrivée de ce nouveau médium, parce que c'est un beau médium. Il faut juste arriver à l'intégrer dans nos sociétés d'une façon positive. Donc on a besoin d'échanges et on a besoin d'action rapidement, à la fois au niveau local et international. Pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense oui, la bienveillance, c'est tout à fait possible. Et ça peut être tout à fait concret, et ça doit être concret. Donc, moi, je pense que quand on change de mentalité, de logiciel mental, eh bien, forcément, ça se voit dans... Mais c'est pareil pour l'écologie ou toutes ces questions-là, parce que tout ça est lié pour moi. Et bien, finalement, on le voit dans les gestes qu'on fait dans le quotidien, et il n'y a pas besoin de faire de discours, il faut le faire. Et le faire, c'est très difficile, parce qu'il faut le faire vraiment et tous les jours. Et c'est aussi le cas de la charte Jamais sans elle et de ses divers engagements. C'est un principe très simple, mais le faire vraiment, c'est un effort. Donc, il faut s'encourager, il faut atteindre aussi une masse critique. Il faut aussi que les personnes qui sont impliquées, les dirigeants veuillent le faire, ou une majorité dans des associations, dans des cercles. Et je pense que ça commence à émerger, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je pense aussi que certaines de nos valeurs sont très européennes et qu'on peut aussi les propager. Je pense à un exemple très technique, aussi le RGPD. On voit que finalement cette longue réflexion, on a pu beaucoup en discuter pendant très longtemps, et finalement c'est repris aussi par d'autres pays. Donc oui, je pense que l'exemplarité, ça existe, et qu'en fait on est aussi acteur du changement. Karine, vous avez le mot de la fin? Oui, peut-être juste dire que ne pas oublier les aspects positifs qui sont là et qui sont quand même fantastiques. Je pense qu'aucun de nous ne souhaiterait retourner en arrière. Merci à tous. Je vous demande de tous les applaudir.